Bonjour Arnaud. Voilà, Bonjour Manu. on va reprendre cette seconde partie après cette longue introduction un peu théorique et peut-être comme tu as pu t'en apercevoir un peu ardue, mais qui est nécessaire selon moi. Et c'est ce que tu penses aussi, mais je pense qu'elle est vraiment fondamentale pour comprendre cette seconde partie qu'on va aborder. Oui, elle est très conceptuelle, mais en même temps, ça permet de, 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 de s'apercevoir qu'en réalité, le couple moderne tel qu'on le voit aujourd'hui, pour ceux qui sont nés euh, dans cette réalité-là, que ben, bien que ça puisse paraître naturel, il y a quelque chose qui s'est inscrit comme ça dans le temps, qui a été progressif et qu'on est arrivé à ce couple-là, pas de n'importe quelle manière, mais avec du temps et puis des passages, avec des changements à la fois sur le plan sociologique et sur le plan psychologique. C'est ça. Alors, cette seconde partie qu'on va aborder va être beaucoup plus intéressante, je suppose, pour pas mal d'auditeurs, puisqu'elle va aller toucher directement au vif du sujet qui intéresse beaucoup de gens. Mhm. Non pas que la première partie n'était pas intéressante, elle l'était certainement pour ceux qui aiment le cadre théorique, mais ici, on va plus passer à la traduction concrète, finalement, de ce cadre théorique Mhm. à une question que beaucoup de gens se posent quand même. Oui. Quelle est, quelle est la relation idéale pour l'évitant? C'est-à-dire, en fait, dans quel genre de relation un évitant pourrait se sentir le mieux? Et explique-nous un peu euh, en perspective, c'est-à-dire à partir de la première partie qu'on a déjà abordée, en quoi ce cadre relationnel, ou en tout cas cette relation idéale pour l'évitant, est en lien avec tout ce qu'on vient de développer. Alors, je dirais que je vais répondre peut-être d'abord essayer de répondre à la deuxième question, qui est l'évitant dans le cadre moderne, comment est-ce il se positionne et comment est-ce qu'il peut se sentir. Mhm. À partir du moment où on produit chacun son propre cadre, on peut imaginer que pour l'évitant, bien qu'il soit accablé d'une manière singulière, hein, accablé psychologiquement, bah, comme Mhm. l'anxieux peut l'être aussi, hein, bah, que c'est plus simple de vivre dans une société comme la nôtre pour un évitant que dans des sociétés, on va dire, plus traditionnelles, C'est ça. où sur le plan normatif, on est encore traditionnel, ce qui existe encore à travers le monde. Bah, pour une raison simple, c'est que pour ça, il faut, c'est que, on va dire que le câblage psychique de l'évitant Mhm. correspond tout à fait à la manière singulière qu'on a aujourd'hui de proposer chacun le cadre qu'on produit personnellement dans une relation de couple. Mhm. Autrement dit, j'arrive avec mes singularités, mon particularisme, et alors je rentre en relation avec quelqu'un avec cette spécificité-là. L'évitement peut être dans cette acception vu comme étant une spécificité parmi tant d'autres, sans pour autant qu'on puisse la raccrocher à quelque chose de problématique sur le plan relationnel. Alors oui, mais il y a quand même Donc il y a un enchevêtrement oui, des normes sociétales possibles avec la personnalité évitante. c'est ce qu'on entend souvent en fait, surtout chez les évitants eux-mêmes qui disent, ben voilà, nous, c'est ce qu'on a à proposer en fait. Mais j'ai quand même un petit bémol à apporter par rapport à cela, Arnaud. Oui. Et peut-être que ça va ouvrir un débat. C'est vrai que dans le cadre moderne, ce qu'on appelle le cadre évolutif, finalement, est la norme. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens se rencontrent, Oui, ils commencent par quelque chose. exactement. Je sais pas, ils se prennent la main. Ils se prennent la main peut-être. Ils s'embrassent. Oui, oui, d'abord, Voilà. oui, Ils se parlent un peu, ils ouais. se prennent la main, ils s'embrassent une deuxième fois, ils s'embrassent une troisième fois. Peut-être que par après, ça va, ils vont passer une nuit ensemble. Mais quoi qu'il en soit, euh, entre le début de la relation, à quel moment est-ce qu'on se sent en relation et au moment où on commence à avoir un toucher physique, c'est pas toujours clair. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tête des protagonistes, ils vivent une émotion du moment. Et Ouais. dans cette émotion du moment, ils se sentent, voilà, on est en train d'apprendre à se connaître. Donc on est dans ce qu'on appelle, pour moi, en tout cas selon moi, un cadre évolutif. C'est-à-dire, en fait, on commence par quelque chose, c'est censé passer à autre chose. Peut-être oui, peut-être non, peut-être pas. Et finalement, cette espèce de zone grise entre le fait de ne pas être en relation et le fait d'être en relation
n'est plus du tout défini, comme tu l'as bien dit dans la première partie de l'émission, par un élément d'en haut qui s'impose. Ben voilà, à partir de maintenant, vous êtes mariés, à partir de maintenant, vous êtes fiancés, et ils font un acte symbolique pour poser cela. C'est juste le désir des deux individus qui doivent s'additionner et éventuellement se synchroniser, peut-être oui, peut-être non. S'aligner. Oui. S'aligner. Et donc, ce cadre évolutif, qui est finalement la norme sociétale pour les anxieux, pour les sécures et pour les évitants, pour moi, a quand même une différence avec le cadre flou, finalement, de l'évitant, mais ça, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. C'est-à-dire que le fait que la norme soit un cadre évolutif ne justifie pas ce que l'évitant propose, parce que ce que l'évitant propose n'est justement pas clair, il est flou. Donc, en fait, il y a quand même ici une dichotomie entre, je dirais, l'acception moderne du cadre évolutif, finalement, qui est la norme pour tout le monde, et le cadre relationnel, ou en tout cas la relation de l'évitant, qui est une sorte de no man's land, une sorte de zone grise, dans laquelle on essaye de combiner chaleur relationnelle et distance. Oui, alors je dirais, moi, directement par rapport à ça, que en fait, il n'y a rien qui distingue L'un et l'autre. l'évitant d'un sécure ou d'un anxieux dans la première phase amoureuse, D'accord? puisque tu l'as très bien dit, on se regarde, potentiellement on peut se plaire, voilà, ce qui va caractériser, ce qui pourrait caractériser cette première partie de la rencontre, c'est plutôt l'effet dopamine, quoi. C'est ça. La dopamine qui est liée à la découverte, qui est liée à ce qu'on révèle progressivement, aux endroits qu'on va pouvoir visiter ensemble et donc auxquels on va pouvoir attribuer notre relation. Donc tout ça, c'est la découverte. Donc la dopamine, c'est valable aussi bien pour le sécure, l'anxieux que l'évitant. Mais je pense que la différence va se jouer après. C'est qu'en général, pour les couples, on va dire classiques, hein, enfin, il faut bien mettre un mot dessus, mais on va dire quelque chose qui se construit, on va dire, en général, c'est qu'on passe de cet effet de dopamine à de l'ocytocine. Donc, en gros, Qui est finalement l'hormone de l'attachement. plaisir Oui, à l'attachement, si on devait vraiment caricaturer la dopamine et c'est ça. caricaturer l'ocytocine. Bon, et on sait que pour l'évitant, c'est compliqué la dimension d'attachement. Donc, quand on quitte la dimension dopaminergique pour l'évitant, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on va rentrer progressivement dans quelque chose de plus profond, et on sait que c'est à ce moment-là qu'on appuie sur certaines peurs, certaines vulnérabilités. Et donc, l'évitant aura tendance à vouloir plutôt rester dans cette première phase, où il n'y a pas encore d'engagement profond, quelque chose qui va mener vers une relation beaucoup plus stable. Et alors que pour le sécure ou pour l'anxieux, on va dire que c'est un développement normal. On passe de l'ocytocine, on passe de la dopamine à l'ocytocine. Oui. Donc, ce que tu veux dire, c'est que l'évitant, finalement, va rester dans un cadre relationnel qui va produire essentiellement de la dopamine, c'est-à-dire... C'est sa première recherche, mais sa recherche, alors évidemment, pas consciente. Alors ici, on va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que la dopamine, en tout cas, qu'est-ce que la traduction de la dopamine dans une relation concrète. C'est des bons temps, quoi. C'est du bon temps. On va dire la recherche de plaisir immédiat. Le plaisir immédiat. Voilà. Donc c'est des concerts, des spectacles. Exactement, les activités font partie effectivement de cette recherche de dopamine, donc de plaisir immédiat. Et on avait déjà noté dans d'autres entrevues, oui. Effectivement, qu'il y avait un grand attrait justement pour toutes ces activités pour l'évitant, justement, pour avoir cette dose chaque fois de dopamine. Ok, donc je vais un peu résumer ce que tu viens de dire et en tout cas, tu rectifies si j'ai tort. L'idée, c'est d'essayer de rester dans une étape de la relation qui est tout à fait normative, c'est-à-dire une des étapes de la relation, où justement il y a la recherche de ce bon temps, mais chez l'évitant sans s'attacher, ou en tout cas sans impliquer une attache, parce que justement l'attache pour lui ou l'attachement pour lui provoque le réveil de ses peurs, de sa vulnérabilité, tout ce qui s'ensuit. Donc l'idée, c'est je veux de la dopamine, mais sans l'attachement. Exactement. Parce que l'attachement me fait peur.
Parce que l'attachement fait peur, tout à fait. Ok, mais donc ça, c'est Exactement. une des premières phases de la relation, en fait, Euh, moderne. oui, donc Oui. tu as expliqué un peu comment ça se passait. Bah oui, on regarde les séries Netflix, c'est un peu toujours la même chose, hein. Je veux Mhm. dire, on est un groupe d'amis, on se rencontre, on se Voilà. regarde, et puis voilà, il y a un truc qui se passe entre deux personnes dans ce groupe-là, ou alors ça peut être voilà, des, des- des variantes de tout ça, mais enfin, c'est plus ou moins la même chose, on se Oui. plaît, et puis il y a un rapprochement, et puis après, Voilà. normalement, il y a quelque chose de beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus profond qui va s'installer entre les deux, et alors à ce moment-là, on voit chez les deux personnages, finalement, euh, toute leur profondeur, avec leurs blessures, leurs besoins, etc., etc. Et ça se voit dans la deuxième partie en général, quand il y a un attachement qui commence à se faire. C'est ça. Mais ce qui se voit jamais dans la première partie. Dans la première partie, on parade, on est excité, on est dans la dimension dopaminergique. Mais donc, Arnaud, si je ne m'abuse, en tout cas dans toutes les publications médicales qu'on a pu lire sur la question, euh, le fait de vouloir maintenir ce qu'on appelle le flou relationnel, ou en tout cas le flou dans le cadre, est une manière inconsciente pour l'évitant, justement, de combiner cette recherche de dopamine et le fait de ne pas vraiment s'engager pour ne pas s'activer. C'est cela? Alors quand tu dis flou, j'aimerais que tu puisses m'expliciter la ligne. Mais flou, ça veut dire qu'on est dans du on verra en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée que les choses ne doivent pas être définies, c'est le ressenti du moment. En fait, ce qu'en anglais, on appelle le situationship, donc le cadre relationnel qui se définit par la situation elle-même et qui n'est donc jamais en réalité figée. Elle est toujours dans une sorte de sable mouvant perpétuel, qui est le cadre de l'évitant, qui est le cadre idéal de l'évitant, qui est un cadre qui combine des éléments contradictoires paradoxaux. C'est-à-dire, je veux de la dopamine, mais je veux pas être attaché. Je veux de la chaleur relationnelle, mais je veux pas de la relation. Je veux de l'amour, mais je veux pas d'attachement. Ok. D'accord? Et donc, pour obtenir ces éléments contradictoires, finalement, l'idéal, ce serait d'être dans quelque chose, mais pas dans quelque chose de défini. C'est-à-dire, si tu es dans quelque chose qui ne l'est pas, qui n'est pas défini, tu laisses une sorte de flou relationnel qui te permet d'obtenir finalement des éléments contradictoires, ce qui ne serait pas possible si tu définis les choses. Parce que si tu définis les choses par définition, la finitude, ou en tout cas la définition, fige finalement un cadre relationnel où le partenaire sait qu'est-ce qu'il peut te donner, ce qu'il ne va pas te donner, et donc ça, c'est pas tout à fait compatible avec l'élément paradoxal ou l'élément contradictoire qui est la recherche de l'évitant. Alors oui, tout à fait, mais la différence quand même que dans la modernité, en fait, il n'y a plus rien qui est défini, et ça concerne tout le monde, pas uniquement les débutants. Et c'est pour ça Oui. qu'on parle d'enchevêtrement, enfin moi j'en parle en tout cas, je dis que l'hypothèse c'est qu'il y a clairement un enchevêtrement entre la dimension structurelle, sociologique des sociétés, on va dire, modernes, occidentales, avec Évitement. avec le profil d'évitant. Mais c'est pas uniquement les évitants qui s'engagent dans quelque chose de flou. En réalité, toutes les relations modernes, il y a une dimension de flou, puisqu'il n'y a plus de cadre, hein. Revenir maintenant à ce qu'on avait fait en première partie d'émission, c'est de dire que dans le mariage institutionnel, il y a un cadre, on fixe quelque chose. À partir du moment où on te dit on fixe plus quelque chose, mais je viens avec le cadre c'est moi en réalité, et je le produis comme je veux, évidemment, alors que on n'est plus du tout, enfin, que ça concerne cette fois-ci tout le monde, et que c'est pas propre à l'évitant, ce flou. Puisque le flou vient du fait qu'il n'y ait plus quelque chose qui transcende, en fait, les deux protagonistes du couple. Oui. J'ai une petite remarque par rapport à ça et peut-être un petit sujet de discorde, non pas pour créer de la discorde, mais pour... Non, on peut, hein, on fait... Oui, bien sûr, mais pour créer en fait du débat. Tu l'as toi-même dit, et donc tu as toi-même acquiescé à mes propos dans la première entrevue, que l'état naturel finalement de quelqu'un de classique, c'est d'aller vers la recherche de la relation, comme si l'idée de relation est inscrite quelque part dans l'ADN biologique et psychologique de l'être humain. Bon. Oui, c'est ça. Donc on sait qu'il y a quand même un élément naturel qui doit tendre vers la recherche de relation. On est d'accord là-dessus? On va dire d'engagement. D'engagement, voilà, ok. Voilà, Donc si l'état de nature de l'être humain normalement constitué, qui n'a pas une dysfonctionnalité particulière, c'est d'aller vers l'engagement, même si on est dans un contexte culturel qui promeut le règne du moi, finalement ce naturel nous rattrape au galop. Et donc l'anxieux
et l'anxieux et le sécure, malgré justement ce règne du moi, vont tout de même naturellement chercher quelque chose. Oui. Là où le problème se pose avec l'évitant, c'est que structurellement, lui, il ne peut pas le chercher parce qu'il y a une dysfonctionnalité qui le met dans des paradoxes et des ambivalences permanentes. Tout à fait. Et donc, n'y a-t-il pas ici une distinction à faire entre le sujet moderne, même si inconsciemment il choisit ce flou à cause justement de la culture, mais qui a une psychologie et une biologie qui tend quand même vers la recherche de relations, et l'évitant qui structurellement, lui, à la limite, ne choisit même pas s'il n'a pas fait un travail sur lui. C'est-à-dire que chez le sujet moderne, c'est comme si quelque part c'est un peu choisi s'il ne veut pas s'engager. Oui. Tandis que chez l'évitant, c'est même plus choisi, c'est plutôt un processus inconscient. Sauf qu'on ne peut pas faire la différence. Si on regarde à l'extérieur... De l'extérieur, on ne peut pas faire la différence. C'est évidemment ça. Et Oui. donc, si, je veux dire, je regarde dans beaucoup de commentaires qui sont faits et tout, en général, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mhm. Mais parce qu'en réalité, l'approche amoureuse de l'évitant se confond parfaitement avec ce qui se fait d'une manière générale dans la première phase amoureuse, c'est-à-dire où il y a plus de dopamine. Tout à fait. Donc il n'est pas du tout repéré, et donc ça peut poser toute une série de questionnements, enfin d'incompréhension. On voit beaucoup ça dans les commentaires, mais pas dans les commentaires, dans la clinique aussi, on voit ça. Et que donc, il apparaît, jusqu'à preuve du contraire, comme étant un type, une personnalité, une production de cadre personnalisée, et pas plus que ça. Vu extérieurement, ça donne ça. Une option comme une autre, une possibilité comme une autre. Une option comme une autre. Après, les gens vont se rendre compte de quoi? C'est que finalement, dans ce profil, il y a toujours, dans toutes les histoires qu'on peut lire, on voit qu'il y a toujours des récurrences. Hein, c'est que, en général, dans la première phase, tout se passe bien, et puis, bon, des fois, il y a des choses qui clochent, mais c'est pas très visible. Et puis, c'est dans la deuxième phase où là, on se dit, tiens, moi, je m'attendais à quelque chose qui allait de plus en plus dans la construction de liens plus profonds. En fait, je me rends compte que Chez eux, non. que je suis avec quelqu'un, par exemple, qui délite complètement, enfin, qui part, qui fuit, qui est ambivalent, voilà. Mais, en même temps, pour revenir à ta question initiale, c'est de dire que l'évitant n'est pas le seul à rechercher, en fait, une distance avec l'autre. Il y en a beaucoup qui le font sans être évitants. Ils se disent, tiens, c'est une société dans laquelle on peut consommer comme on veut. Mhm. Moi, mon principe, c'est que je ne m'attache à personne et je vais profiter de la situation en ayant une relation à gauche et à droite. Et donc, qui ne sont pas du tout évitants et qui vont s'inscrire dans ce type de politique. Donc, ça ne va pas... Oui, mais, parce que des fois, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais je suis avec un évitant. Non, tu n'es pas avec un évitant. T'es avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par une relation. Tu es quelqu'un qui n'est pas intéressé par une relation, oui, c'est plus ça. Voilà. Oui. Mais on ne le voit pas tout de suite. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais donc, si maintenant on sait finalement que, comme tu l'as très bien dit dans la première partie de l'émission, que tout individu crée son propre cadre et que ce cadre a une nature évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te crées un cadre dans ta tête, tu sous-entends qu'à un moment donné, si ton cadre évolue, naturellement, celui de l'autre devrait s'aligner avec le tien, et si ce n'est pas le cas, c'est pas le bon partenaire. C'est quoi le cadre idéal de l'évitant dans une société moderne? C'est quoi son cadre? Sachant qu'attention, bon, aujourd'hui, si on essaye de décrire les cadres relationnels, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Je dirais qu'avant, on avait, comment dirais-je, dans les années 60, comme tu l'as très bien dit, on avait le mariage traditionnel. Dans certaines sociétés plutôt occidentales, on avait ce qu'on appelle les fiançailles. C'était une sorte de formalisation de la relation, quand même. C'était deux personnes qui clairement s'affichaient ensemble en vue du mariage, mais il y avait déjà la notion de devoir et de responsabilité qui était là dans ce genre de fiançailles. Dans l'institution. Inscrit dans l'institution même, et surtout inscrit, selon moi, dans la culture même. C'est-à-dire pas inscrit, mais inclus. Inclus, oui, mais aussi dans la culture. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un, voilà, c'est ça, quand quelqu'un ne se comportait pas
en fonction de ce que la culture voulait, il était pointé du doigt comme quelqu'un de pas bien, quelqu'un de pas correct, quelqu'un de Qui est hors pas norme. marié, qui est hors norme. Voilà. Comme aujourd'hui la norme a changé, on peut, si on est traditionnaliste par exemple, on peut être aussi pointé du doigt comme étant hors norme. Hein. Voilà. Voilà, c'est quand même important. Tout à fait. Donc, sachant que dans les sociétés modernes, on a plus ou moins toute une série de cadres relationnels. On a des relations sexuelles simples, sans rien, sans lendemain. On a des relations sexuelles qui se couplent avec une forme d'amitié. Donc, on a ce qu'on appelle des amitiés amoureuses. Certains appellent ça du sex friend. Et puis, on a des cadres relationnels où on est avec quelqu'un sans être avec quelqu'un. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on voit ça sur Facebook, tu sais. Facebook a mis un statut que c'est compliqué. C'est-à-dire, en fait, en couple, célibataire, c'est compliqué. Tu vois, le c'est compliqué, oui. C'est intéressant parce que même les réseaux sociaux reprennent. Oui, le c'est compliqué, c'est intéressant. Je suis pas, en fait. Donc, il y a le c'est compliqué, tu vois, en couple avec, marié. Donc, même les réseaux sociaux reprennent, en fait, si tu veux, quelque part un peu ces cadres relationnels pour essayer de voir comment tu te considères. Mais en fait, en ayant tous ces cadres relationnels-là, quel est le cadre relationnel idéal pour l'évitant qui respecterait le plus son architecture psychologique, Arnaud? Ben, si, en l'état, il est comme il est, il bouge pas, Sans travail sur lui. sans travail sur lui-même et on va dire, je vais pas dire activé ou inactivé, parce que ça, il y a encore peut-être des différences à faire, mais on va dire dans quelque chose de simple où il n'a pas spécialement conscience, ou qui commence à avoir un peu conscience de son problème, c'est qu'il puisse avoir une base arrière, Mhm. c'est-à-dire où il peut se retirer, faire sa petite retraite pour récupérer ses forces. Hein. Mhm. Hein, on sait que l'anxieux, par exemple, il aura tendance à vouloir, pas que l'anxieux, mais l'anxieux, c'est extrêmement clair. Euh, il aura tendance à vouloir rejoindre l'autre pour se sentir bien dans la relation. Mhm. Et l'évitant, il aura besoin de s'écarter pour retrouver ses forces, pour faire face à ses peurs, à ce qui se passe en lui et tout, pour pouvoir revenir. Mhm. Donc, quand on me parle de cadre idéal, je pense directement à comment est-ce que ça va se matérialiser dans la réalité. Mhm. Se matérialiser dans la réalité, ça serait plutôt qu'il ait une base arrière. Une base arrière, c'est-à-dire qu'il a un chez lui. Mhm. Ou si pas un chez lui, un endroit en tout cas où il peut être avec lui-même. Où il peut ne pas être intrusé Ne pas être intrusé, ne pas devoir rentrer en interaction en avec l'autre. interaction, C'est parce que ça. voilà, à ce moment-là, c'est compliqué quand ils sont en interaction, parce qu'ils D'accord. sont dans une phase un peu compliquée pour Ok. eux. Donc, il faudrait tenir compte de ça dans les faits. Euh, la seconde chose, c'est que il faudrait pas que ça rentre trop en profondeur. Rentrer en profondeur dans une relation, c'est potentiellement les activer, parce que rentrer en profondeur, c'est les confronter. Les confronter, euh, pour pas mal d'entre eux, c'est leur vouloir du mal. Mhm. Hein, donc, normalement, l'introspection, c'est censé pouvoir euh, comprendre ce qu'on est occupé à faire, en prendre conscience, pouvoir proposer éventuellement autre chose, des adaptations, etc. etc. Donc, pour ça, il faut faire un peu d'introspection. En général, pour les militants, l'introspection, c'est très compliqué. Oui. Parce que son appareil émotionnel n'a justement jamais vraiment été introspecté. Je veux dire, il a dit je protège Le périmètre, oui. le périmètre, je mets des murs tout autour, et ensuite j'essaye de vivre de cette manière-là. Mhm. Donc c'est comme si il était toujours resté à un état, on va dire, très jeune, quoi, C'est ça. sur le plan émotionnel. Et tous ceux qui vont essayer malencontreusement, intentionnellement ou non, de pouvoir rentrer derrière ce qui a été caché autour d'un mur, Mhm. eh ben, ça ne se passera pas bien. C'est pour ça que l'évitant, lorsqu'il se retrouve confronté de cette manière-là, ben, il est obligé de prendre, de battre en retraite en quelque sorte. D'accord. Parce qu'il ne se sentira pas bien, pour lui c'est trop fort. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'aller chipoter là-dedans? Normalement, pour lui, les relations, ça doit être comme une relation sociale. Mhm. C'est-à-dire, on se dit bonjour à tout et on n'essaie pas trop de chipoter dans ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Ce Oui. que tu vois, tes blessures, tout ça, non. On ne parle pas de ça. Ou alors on en parle, mais toujours D'une manière superficielle. comme celle, ou alors avec des bribes. Hein, il manque toujours des parties de l'histoire. Mhm. Donc voilà,
Voilà pourquoi il faut une base, une base où il peut se dire, voilà, je pars en retraite dès que je me sens pas bien. D'accord, c'est ça. Maintenant, essaye de m'expliquer un tout petit peu plus profondément la profondeur. Excuse-moi du jeu de mots. Comment se traduit la recherche de profondeur de la part d'un partenaire d'évitant qui chercherait de la profondeur avec l'évitant? Tu parles d'une profondeur psychologique, c'est-à-dire en fait une sorte de questionnement par rapport au comportement de l'évitant pour essayer de comprendre un tout petit peu ses ambivalences, ses contradictions. Ça, pour toi, c'est ce que tu considères de la profondeur, ou est-ce que c'est plutôt des discussions intellectuelles profondes? Parce qu'on ne dirait pas que les discussions intellectuelles profondes, tant que ça ne les concerne pas les jeunes, ils n'ont pas l'air très gênés par... En fait, ils n'ont pas l'air du tout gênés parce qu'ils ne les concernent pas directement, eux, dans leur travail intérieur, me semble-t-il. En fait, oui, il y a une particularité ici, c'est que effectivement, il y a un double standard. C'est-à-dire, en général, les évitants sont assez capables de voir des choses où on pourrait parler de profondeur lorsqu'il s'agit de voir à l'extérieur de soi. Oui, Donc, je sais pas, je vois une interaction entre deux personnes, ou même dans une série Netflix, je comprends le personnage l'enjeu, qui ouais, se dit l'enjeu, tout ça. Euh, Quand il s'agit d'eux-mêmes, c'est un peu plus compliqué. c'est ça. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a autre chose qui se met en branle. Et du coup, c'est comme s'il y avait des freins et des stops un peu. On avait vu ça un peu dans la Tout à fait. vidéo sur le confort psychologique, hein. Je veux dire, une sorte de truc qui est protégé comme ça par plein d'antivirus. Et que donc là, la profondeur est en général pas possible. Pas possible, pourquoi? Parce que il y a alors c'est pas une croyance spécialement consciente, mais tous ceux qui vont chipoter là, à l'intérieur de moi, Euh, c'est vécu comme étant une intrusion. L'intrusion, c'est forcément un méchant. Je caricature beaucoup, hein. Oui, oui, oui. Et ça active mon évitement. Ça active mon évitement et en fait, s'il recommence trop souvent, cette personne va devenir un problème. Ok. Il n'y a pas du tout, on n'attribue pas du tout une bonne intention à quelqu'un qui vient chipoter dans mes retranchements. Euh, oui, c'est ça. Mais donc, ça veut dire, si je résume, euh, l'évitant vient combiner une recherche de dopamine, Oui, qui est centrale ça, pour lui, oui, c'est ou elle, constant, c'est c'est constant. constant. Un cadre qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire un cadre qui ne l'oblige pas à avoir de nombreuses responsabilités ou de devoirs, parce que c'est trop lourd pour eux, en général. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas envie nécessairement de faire des choses. Je vais juste arrêter par rapport à ça, mais parce que comme ça me vient directement, je pense à la dopamine. Tu dis effectivement recherche de dopamine. Là, Oui. un évitant qui ne va pas bien n'est plus en recherche spécialement de dopamine, ou même les activités qu'il fait habituellement qui lui procurent de la dopamine, mais en fait, ça lui procure plus rien du tout, ou pas grand-chose. Ok. À ce moment-là, ils vont potentiellement consulter. D'accord, c'est quand la recherche de dopamine ne fonctionne plus qu'il y a un moment Non, la donné. dopamine qui est recherchée n'arrive plus, en fait. C'est La ça. dopamine, de tout ce que je faisais avant, ça marchait. Maintenant, ça marche plus. Oui, alors je viens et j'ai un problème par rapport à ça, hein. Oui, mais alors donc, si on doit résumer finalement le cadre idéal de l'évitant, c'est une recherche de dopamine qui est centrale. Oui, Ok. mais pas consciente du tout, hein. Non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas consciente du tout. Un cadre relationnel qui ne doit pas être trop contraignant, ça veut dire un peu comme les prémices d'une relation où tout est léger, tout est Encore, comme une libellule ou comme un papillon qui vole d'une manière tout à fait naturelle avec le vent, sans nécessairement être contraint d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est pas d'engagement, pas d'engagement en fait. Ouais. C'est-à-dire cette espèce, ou en tout cas, pas d'engagement qui serait contraignant, pas d'engagement concret. concret. Voilà, c'est ça. Les rêves, il n'y a pas de problème, on peut rêver, on peut projeter, ça, C'est il n'y a pas ça. de problème. Mais une fois que ça Il s'inscrit ne faut pas que ça se matérialise. si ça se matérialise, alors là, ça va commencer à devenir Ça s'active compliqué chez eux. pour eux. Ok. Mais tant qu'on rêve, en général, il n'y a pas trop de problème. Et accepte-moi comme je suis. Alors, accepte-moi comme je suis, alors là, une fois de plus, hein, je parlais d'enchevêtrement Oui. entre les valeurs sociétales et par exemple, le lien qu'on peut faire avec l'évitant, c'est que en réalité, il pourrait très bien nous dire, mais excuse-moi, tout le monde demande de l'accepter comme il est. Oui. Et il n'aurait pas tort de le dire. Oui, mais justement, ça a entraîné, ça m'a entraîné dans des débats très intéressants, même avec toi d'ailleurs. On a beaucoup discuté de ça, parce que comme tu es psychologue, ben, en tant que psychologue, tu traites des sujets, tu traites des individus. D'accord? Quand tu traites un individu, ben, tu prends en compte l'individu.
On est d'accord. Ouais, je traite une problématique plutôt, hein, et puis, Oui, tu traites d'une problématique liée à un individu. exactement. OK. Alors, moi qui viens plutôt du monde des idées, moi ce qui m'intéresse, c'est le cadre de l'individu, ou en tout cas la structure de l'individu. Et donc, accepter quelqu'un comme il est, je comprends le principe, mais j'essaie toujours de comprendre quel est le cadre de cette personne. Oui, mais sans rentrer dans la dimension, le rapport au clinicien, c'est d'abord de dire, l'évitant, quand il regarde les autres autour de lui, il se dit: «Mais attends, tout le monde produit son propre cadre, Oui. et je vois pas pourquoi est-ce que moi je pourrais pas produire mon propre cadre». Ben, en fait, Voilà, non, mais c'est important parce que c'est ce qu'il se dit. c'est ce qu'il se Donc dit, il oui. regarde les autres, il dit: «Mais en fait, tout le monde fait ça», sauf que pour eux, c'est un particularisme. Ben, Donc parce qu'en réalité, effectivement, ils produisent aussi leur propre cadre, sauf qu'il y a toute une série de choses qui ne vont pas, qu'ils vont potentiellement faire passer comme étant, «C'est ma personnalité, quoi, je suis comme ça». oui, Et la difficulté se trouve là. C'est qu'en réalité, les autres, ceux qui sont surpris, les partenaires des habitants qui sont surpris, eux aussi sont dans quelque chose, ils proposent une production personnelle d'un type de cadre qu'ils oui, pourraient avoir. Le bas coince quand on commence à passer à la deuxième étape de oui. la dopamine. Enfin, je caricature toujours, mais bon, c'est pour On est obligé, comprendre. sinon ce serait trop long, oui. Dopamine à l'ocytocine, c'est là où on voit qu'il y a un problème. Avant, on ne le voit pas. Avant, Oui, tout le monde est là avec ses rêves, moi je suis comme ça, j'aimerais bien ceci, pas de problème. oui, mais le problème de l'évitement, en fait, pour moi, c'est plus un problème de type structurel. Et en fait, une des raisons pour laquelle on passe à côté du problème, selon moi, en tout cas, bon, je parle avec toi ici, on est dans une entrevue, Mhm. c'est que justement, l'évitement n'est jamais analysé à l'aune de la problématique, de la structure de l'évitement en perspective avec la notion de relation saine. C'est-à-dire que si tu n'analyses pas déjà qu'est-ce qu'une relation saine, qu'est-ce que l'évitement, et est-ce qu'une relation saine est compatible avec un évitement non travaillé, si tu descends plus bas au niveau individuel, le risque, c'est quoi? C'est que tu as deux individus devant toi et tu dis, bah, toi, en tant qu'individu évitant, tu n'es pas compatible avec X individu qui est sécure ou anxieux. Alors que le problème, c'est pas l'incompatibilité ici des deux individus, c'est l'incompatibilité de la structure de l'évitement avec la structure de la relation saine. Et donc, on passe souvent à côté de ça à force d'individualiser. Tu vois? Mais la référence, c'est la norme. La réalité, c'est ça. C'est que les gens, d'abord, ils se regardent une norme. Oui, D'ailleurs, dans la majorité des cas, ils sont même pas conscients, pardon, euh, de ce que la norme inclut et finalement dispense comme règle, comment dire, implicite. oui, Hein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que, à juste titre, et je sais que je me répète, mais c'est quand même important de le comprendre, c'est qu'en fonction de cette norme qui est celle dans laquelle nous vivons, c'est se dire, au fond, moi, je peux très bien dire que j'ai produit mon propre cadre aussi, avec ses spécificités. Et la question, quand tu parles de relation saine, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux normes modernes actuelles? C'est pas très bien, hein, puisque je peux produire le cadre que je veux et je peux me définir comme je veux. oui, mais on Donc, a quand même une définition de la relation saine. donc ce que je veux dire, c'est Mhm. d'autant plus compliqué. Je dis pas qu'il n'y a pas de Oui, oui, définition de relation saine, je dis simplement que c'est très très compliqué de définir ça. tout à fait, je suis d'accord. Parce que justement, la norme nous dit en fait que tout se vaut, Oui, que tout est possible, et que donc, si vous avez des spécificités, eh bien, vous pouvez les présenter. En fait, il vous suffit juste de trouver la personne qui va convenir à ça. c'est ça. Chaussure à mon pied, Oui, sans interroger le pied. mais Oui, la norme nous crie ça. oui, la norme nous crie ça, Nous dit en fait, effectivement. effectivement, votre pied n'a pas de problème. Il ne faut pas interroger votre pied, il faut interroger les formes des chaussures, en fait. Oui, mais justement, là, c'est là où on a un problème, Arnaud, parce que avec toutes les entrevues qu'on a eues, à partir du moment où tu as pris l'exemple de la poupée, par exemple, Oui. d'accord? Qui est un exemple que tu as pris, me semble-t-il, dans la première série d'émissions que tu as faites sur le cadre relationnel en 4 parties. Le accepte-moi comme je suis implique inévitablement le fait d'accepter d'être une poupée. Ce qui devient problématique. Parce que le fait que quelqu'un puisse dire accepte-moi comme je suis, ça reste à l'intérieur d'une relation où il y a une réciprocité, où il y a une forme de relation de sujet à sujet et un minimum de devoirs et responsabilités l'un vers l'autre. C'est tout à fait légitime de demander d'être accepté comme on est, finalement. À l'intérieur du cadre. À l'intérieur d'un cadre où il y a à minima certains principes qui sont respectés. Mais imaginons que ce cadre lui-même
est construit sur une dysfonctionnalité qui consiste à dire c'est plus sujet à sujet, c'est sujet à objet. Et dans un cadre où c'est sujet à objet comme point de départ, on dit accepte-moi comme je suis. Mais l'acceptation de toi comme tu es s'enchevêtre complètement dans la dysfonctionnalité de départ, qui est que les prémices de la relation ici sont déjà biaisées. C'est-à-dire qu'en fait, si déjà je suis un objet, comment puis-je accepter de t'accepter? Comment puis-je accepter finalement une relation où moi je suis objectisé? C'est-à-dire, en fait, ce que je t'expliquais, c'est que l'idée du cadre relationnel de l'évitant, pour en revenir d'une manière un peu plus concrète à notre sujet, si tu dois accepter le cadre relationnel de l'évitant, qui n'a pas fait un travail sur lui, Oui. c'est un cadre relationnel dysfonctionnel en lui-même. C'est pas un cadre comme un autre, en fait. C'est ça que je t'expliquais. Tu vois? Ok. Et c'est cette dysfonctionnalité structurelle qui, selon moi, aujourd'hui, rentre en pleine contradiction avec ce que toi tu as dit, c'est-à-dire la possibilité de créer nos propres cadres, nos propres normes, mais tout ne se vaut pas. Donc une relation toxique est une relation toxique. Et une relation toxique est déterminée par quoi? Par le fait qu'on n'ait plus de sujet, qu'il y a un sujet et un objet ici. Oui, donc là, oui, mais là, oui, peut-être qu'il faut encore comment dire, réexpliciter ça, parce qu'effectivement, objectiser l'autre, c'est ce que font, par exemple, les psychopathes ou les pervers. Et les narcissiques. Et les narcissiques aussi, avec un niveau de conscience qui est moindre quand même, mais le pervers et le psychopathe le font naturellement, oui. Ouais, naturellement. L'autre n'est jamais un sujet, c'est toujours un objet. Il est déshumanisé et tout ce que l'on veut. Voilà. Mais pour l'évitant, lui n'a pas conscience en fait qu'il peut potentiellement objectiser l'autre. Tout à fait, oui, il n'a pas conscience, bien sûr. Quand il impose sa manière d'être, il impose d'abord pour ne pas souffrir, oui. Pas se retrouver dans une situation qui est compliquée à gérer, et pas du tout dans l'intention de dire je vais tirer profit pour le pervers de l'effondrement psychique, par exemple, de quelqu'un qui est en face de lui, jouer avec lui comme une souris, comme le chat pourrait jouer avec une souris. Ou un psychopathe qui se dit bon, moi j'ai juste besoin de cette personne pour monter sur son dos pour aller chercher un objet qui se trouve au-dessus, quoi, hein. Donc voilà, c'est une autre manière d'objectiver quelqu'un, mais bon, enfin voilà. Ce qui se passe pour l'évitant, c'est qu'il n'est pas du tout conscient de ça. Quand je parlais de poupée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'au fond, il pourrait s'arroger toute une série de droits. D'abord parce qu'il ne voit que lui-même. C'est ça. C'est aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne voit que lui-même. Oui, tout à fait. Hein, il y a une explication, bien sûr. Il y a une explication dans d'autres vidéos qui ont été données par rapport à ça. Et donc, effectivement, comme il ne voit que lui-même, ce qui le préoccupe le plus, c'est est-ce que l'autre va m'accepter? Il n'y a pas de demande, comment dire, il n'y a rien que tu peux attendre de moi en tant qu'évitant. Tu dois surtout faire comme tu devrais faire pour que je me sente plus ou moins bien. Hein, c'est plutôt ça qu'on demande à son partenaire. Mais que lorsque le partenaire demande quelque chose, on lui dit non, il y a une fin de non-recevoir, parce que quand tu me demandes quelque chose, tu m'actives. Donc si tu me demandes quelque chose et tu m'actives, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a celui qui se retrouve avec un évitant qui n'est pas spécialement conscient et qui est par exemple très activé, pour le partenaire de l'évitant, il y aura une dimension sacrificielle. Je sacrifie toute une série de choses dont j'ai besoin pour que l'autre puisse au mieux fonctionner normalement avec moi. Mais sans garantie que ça fonctionne. Hein. Sans garantie que ça fonctionne et avec une asymétrie. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de poupée. C'est parce qu'il n'y a pas réellement de réciprocité. Sauf que l'évitant n'est pas du tout conscient de ça. Oui. Lui, il a axé sur le fait de ne pas être envahi, de ne pas être intrusé, de ne pas se sentir dans une situation compliquée sur le plan psychique. Alors, comment est-ce que le partenaire, qui finalement n'a pas nécessairement à demander que ses besoins soient comblés, parce qu'en fait, toute demande je dirais toute demande vis-à-vis de l'évitant par rapport aux besoins pourrait l'activer finalement. Hein. D'abord, on sait que c'est un problème parce que c'est un devoir. C'est ça. Ça renvoie à la notion de devoir. Dans notre société, c'est hors de question. C'est ça. Plus de devoir de quoi que ce soit. Et puis, en plus, pour l'évitant, c'est assez particulier. Quand tu lui demandes quelque chose, il s'active. Ah oui, il s'active parce qu'il peut très bien remplir une mission claire. C'est-à-dire, pour toi, un évitant peut t'aider merveilleusement. Mais il doit le vouloir lui. Il doit le vouloir lui et il ne faut pas le presser par rapport à ça.
C'est ça. Ça doit venir de lui. Ça doit venir en général de lui. Tu peux lui demander, ça doit être une mission qui est clairement établie dans le temps, circonscrit dans le travail à faire. Alors que, que si tu lui demandes un effort comme ça sur une plus longue durée, dans une partie de devoir, par exemple, hein, mais comme le partenaire de l'évitant, on serait aussi dans une partie de devoir, hein, c'est un peu plus compliqué pour lui. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire attachement, qui est sous-jacent à ça, dépendance, tout ça, ce sont des choses qui lui font horriblement peur. Ça lui enlève son sentiment de sécurité. Ça lui enlève son sentiment de sécurité, et puis c'est chaque fois la peur de cette vulnérabilité qui lui fait qu'il va s'écarter. Et on aura tendance à se dire, tiens, j'ai l'impression que je dois sacrifier beaucoup de choses pour être avec un évitant. Mais il y a quand même un problème dans tout ça, encore une fois. Donc, je joue là un peu l'avocat du diable. Mais tu peux, non? On a aussi vu dans certains témoignages que quand tu proposes un cadre, comment dirais-je, très léger à l'évitant, un cadre non engagé à l'évitant, et que le partenaire lui impose finalement un cadre léger, non impliqué, et ou ce qu'on appelle une relation libre, hein, finalement, théoriquement, ce serait censé finalement être relativement compatible avec le fait du peu d'engagement, pas de besoin, on n'a pas besoin de définir des choses, vivons au jour le jour. Mais ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas l'air d'accepter ça lorsque ça vient du partenaire. En tout cas, on a eu encore un commentaire il y a quelques jours par rapport à cela, par rapport à une femme qui dit ben, « j'ai proposé à mon partenaire évitant un cadre libre, donc une relation libre et sans contrainte ». Mais finalement, l'évitant s'est senti très vite activé, bizarrement. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que ces cadres extrêmement légers et libres, c'est ce qui est le plus aligné avec l'évitant, mais bizarrement, quand le partenaire l'impose, ça a l'air de poser pas mal de problèmes. Oui, donc pour moi, il faut faire quand même la différence entre, mais c'est très juste hein, comme remarque, il faut faire vraiment la différence entre le besoin de distance Oui. et le cadre, on va dire, sérieux. Alors sérieux dans le sens loyal, hein, parce que sérieux, c'est pas que ça, Oui. mais où on est loyal à son, à son partenaire. On est exclusif sexuellement et tout ça. Ce sont deux choses différentes. Tout à fait. Un évitant peut, je veux dire, il est comme tout le monde. Je veux dire, bon, et on parle d'évitants qui ont envie d'une relation sérieuse. Bon, ben, il va vouloir les choses un peu comme les autres, c'est-à-dire avec une exclusivité sexuelle, une relation où il y a quelque chose quand même d'établi. Mais en même temps, c'est vrai que pour lui, c'est compliqué toujours d'avancer dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie attachement. Mais au départ, il veut ça aussi, c'est pas qu'il veut pas ça, il se dit pas, tiens, comme je peux pas m'attacher, je voudrais avoir une relation libre et ouverte. Libre et ouverte, pas du tout. Il y a plein d'évidents qui veulent avoir une relation tout à fait sérieuse, le même partenaire sexuel, etc., etc. C'est ça. Donc, il se retrouve ici dans une contradiction, dans une difficulté, parce que quand tu parles de ce commentaire qui dit voilà, je vais proposer un cadre léger, ça lui a pas plu. Ben oui, parce que lui, dans sa tête, il se dit mais moi, je m'engage pas dans un truc léger. C'est ça. Moi, je suis tout à fait sérieux. Voilà. Alors on lui dit mais si tu es sérieux, pourquoi est-ce que tu pars et tu es ambivalent tout le temps? Mais ça, c'est un autre problème. Tout à fait. Ça, c'est ma difficulté à gérer la relation sérieuse. Mais au fond, je veux une relation sérieuse. Oui. Je veux pas une relation qui ne soit pas sérieuse parce que je suis évitant. Tout à fait, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais comment tu fais, toi, en thérapie, alors, pour faire prendre conscience à l'évitant de ces ambivalences, de ces paradoxes qui, justement, structurellement, vont poser problème en relation? Sur quoi est-ce que tu commences à travailler pour essayer de leur faire prendre conscience de tout cela? Ben, d'abord, la question pour moi de l'inconfort, des vulnérabilités, du fait de laisser l'évitant pouvoir parler des difficultés qu'il rencontre, c'est pour moi la chose principale. Mais est-ce qu'il en parle? Mais bien sûr qu'il en parle. En thérapie, oui. Mais oui, sauf qu'il ne voit pas, en fait, il ne voit pas le sous-jacent, ce qu'il raconte. Et moi, je suis là pour l'éveiller justement à ces sous-jacents ou à ces contradictions. Pas pour le mettre dans une difficulté, mais simplement pour qu'il comprenne, qu'il prenne la mesure du poids que ça pèse dans une relation. Cette chose qui a l'air pour lui tout à fait normale, tranquille. Voilà. Donc c'est l'éveiller aussi à cette dimension-là, puisque en général, il se voit lui-même et il ne voit pas du tout le partenaire. Ce que j'ai essayé de dire ici en début de deuxième partie, c'est qu'il n'a pas réellement la conscience de la réalité de l'autre. Lui, sa conscience, c'est je suis comme ça, l'autre doit m'accepter comme ça.
mais dire si tu es comme ça et que tu agis comme ça a une conséquence sur l'autre. Est-ce que ça t'intéresse de savoir quelles sont les conséquences sur l'autre? Ça l'intéresse pas. Mais non, ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients de ça au départ. C'est ça. Après, effectivement, ils prennent conscience de ce qu'ils mettent en place et potentiellement de l'impact que ça va avoir ou les conséquences que ça va avoir dans leur relation. Tout à fait. Mais au départ, ils ne sont pas du tout conscients de ça. Mhm. Ils sont tout à fait de bonne foi. Alors, sur certaines choses, ils sont conscients, voilà, parce qu'évidemment, ils se connaissent aussi avec le temps, ils apprennent, ils comprennent certaines choses par rapport à leur profil. Mhm. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout conscients de l'enjeu, de ce qu'implique un type de comportement en particulier par rapport à leur partenaire, mais pas du tout. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ils sont partiellement conscients. Donc, on a un peu étudié cette notion de conscience fragmentée. C'est-à-dire, en fait, il y a comme des espèces de flashs de conscience comme cela. Oh là, je suis très lente, je veux une hyper-indépendance, j'ai peur de l'attachement, je veux pas me sentir menacé quand l'autre vient trop près. Donc, ils sont conscients, en fait, de quelques-uns de ces éléments. Par contre, ils n'arrivent pas nécessairement à faire la synthèse de tout cela et traduire cela en relation. Qu'est-ce que ça donne en relation? Et on dirait que chez eux, finalement, l'idée, c'est que le jour où je trouverai le bon partenaire, il comprendra tout ça, il s'ajustera à tout ça, et en tout cas, tout roulera comme sur des roulettes sans qu'il me confronte par rapport à tout cela. Exactement. Sans vraiment comprendre que tout cela n'est pas compatible nécessairement structurellement avec une relation basée sur un minimum de réciprocité, sur des devoirs et des responsabilités. Ou je me trompe? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, et pour faire encore très caricatural, souvent ce qu'on va retrouver chez les évitants, c'est que la variable d'ajustement, c'est l'autre. C'est ça, c'est jamais eux. C'est jamais soi-même. Hein. Ouais. En général, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à une image idéalisée qu'ils ont d'eux-mêmes et à laquelle il ne faut pas toucher. C'est pour ça qu'on rentre dans des relations plutôt légères sur le plan de l'implication. Hein. Mhm. Donc, s'il s'agit d'avoir des relations sociales, on dit j'ai un groupe d'amis et tout, des amis qui vont jamais te confronter, qui vont te valider, auto-valider, mais on se retrouve à un niveau extrêmement superficiel. Hein. Tout à fait. Une fois qu'on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus confrontant, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que maintenant je me suis un peu perdu. Je disais ça par rapport à quoi? Ouais. Mais par rapport à la conscience fragmentée, ça veut dire qu'en fait, oui, c'est-à-dire que l'idée qu'ils ont des bribes de conscience, C'est et ça, qu'en c'est fait, ça. voilà. Donc, et se dire, merci beaucoup, Manu, et se dire en fait que quand ils vont commencer à voir des choses négativement Mhm. chez l'autre, parce que l'autre l'active, en général, ce qui va se passer, c'est- donc ils ne sont pas non plus conscients, en consulte, c'est des choses aussi qu'on peut voir, c'est qu'ils vont projeter, en fait, il y aura des inversions accusatoires, des projections, Inversé. oui, des projections inversées. En réalité, ils vont reprocher à l'autre des choses qu'ils font eux-mêmes sans être conscients, en fait, que c'est des choses qui leur appartiennent. On a beaucoup ça, hein. On a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens-là, les projections inversées avec eux. Et ça, Et ça, c'est par exemple, c'est une tendance, parce que comme ils ne peuvent pas voir et qu'ils ont tout protégé, ça ne veut pas dire que parce qu'ils l'ont protégé que ça ne sortira jamais. Ça veut dire juste que ça échappe à leur conscience. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils sont activés, il y a quelque chose qui se passe comme ça en interne, et oui, ils vont potentiellement projeter sur l'autre des choses qui leur appartiennent. Si on reprend, mhm. on voit ça au travers de Jung, c'est projection de l'ombre, quoi, donc ce qui n'est pas accessible directement. Alors, Zygmunt Bauman, dans son livre L'amour fluide, en tout cas l'amour, quand il parlait, si tu veux, du côté très fragile des choses, parle du confort psychologique comme cadre relationnel du sujet moderne. C'est-à-dire que tous les sujets modernes, dans une certaine mesure, d'ailleurs tu l'as toi-même très bien dit, font de la réalisation du moi une sorte de fin en soi, et ils cherchent ça à travers le couple. On est d'accord jusque-là? Oui, il cherche ça à travers le couple, disons que c'est une condition sine qua non pour pouvoir être en couple. Oui, c'est une condition sine qua non pour C'est-à-dire pouvoir que être en couple. C'est le point de départ. tu dois me laisser me réaliser, et après, il faut mesurer le taux de réalisation. Ok. Il y a des gens qui vont dire, je pars 2 ans au Mexique, et je veux que tu m'attendes, que tu sois là. Si tu m'aimes, tu me laisseras partir pendant 2 ans au Mexique sur un projet personnel et tout ça. Donc, Ok. et d'autres qui vont dire, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je fais du piano, j'aimerais pouvoir faire du piano, qu'on puisse se partager les tâches comme ça, Ouais. comme cela. Donc, il y a vraiment une grande variabilité par rapport à la réalisation de soi. Tout à fait. Mais donc, si on part du principe que le sujet moderne, indépendamment de son style d'attachement, fait de son confort psychologique, quelque part, un des axes centraux de la relation. Mais que
les autres styles d'attachement, ça veut dire le sécure et l'anxieux dans une certaine mesure, de par leur structure, prennent en considération l'existence de l'autre comme sujet. Oui. Ben, inévitablement, même quand ils sont dans une recherche de confort psychologique, ils sont obligés de le faire interagir avec l'autre. Ça veut dire essayer de comprendre l'autre en tant qu'autre. Donc une prise en considération de l'autre est nécessaire. Tandis que chez l'évitant, comme il est très centré sur lui-même, et d'ailleurs tu le dis toi-même Oui, bien c'est en centré sur lui-même. lui-même, son confort psychologique va être beaucoup plus problématique parce que c'est un confort psychologique autosuffisant, c'est un confort psychologique qui n'a pas envie d'évoluer, c'est un confort psychologique qui n'a pas nécessairement envie d'être mis en question, qui n'a pas envie d'être bousculé, qui n'a pas envie d'être, comment dirais-je, confronté, comme tu l'as dit toi-même. Mais ça va être ça va être très très compliqué je dirais de combiner cela avec une relation en fait, tant qu'il fait pas de travail sur lui, si je ne m'abuse. Oui, oui, en fait, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important par rapport notamment au fait de ne pas vouloir évoluer. Là, on dirait, tiens, quelqu'un qui n'est pas intéressé de grandir ou d'apprendre, et en réalité, on va retrouver ça même chez des habitants plus âgés, c'est-à-dire que ils ont réussi, certains, à garder intact une non-évolution de leur appareil émotionnel, hein. Oui, c'est ça. Euh, Donc, attention, excuse-moi, mais donc, cette non-évolution, c'est en relation, pas dans le reste de leur vie. Ils sont capables de lire plein de sujets, d'évoluer dans beaucoup de sujets, ils peuvent apprendre des choses, mais dès qu'il s'agit d'eux, là, ils ne veulent pas évoluer. Voilà, C'est ça. C'est important, ça. c'est parabole, exactement, Oui, c'est vraiment ça. oui. Et effectivement, c'est important de le préciser. C'est cette dimension introspective, elle est toujours refusée pour une raison simple. C'est une menace. Dès que je m'attelle à ça, c'est une menace. C'est ça. Donc, tu veux, comment dire, vivre avec moi tranquillement et tout, eh ben, surtout ne me confronte pas, ne me pousse pas à me remettre en question, n'interroge pas mes comportements, accepte mon ambivalence, accepte mon... Ils parlent jamais comme ça. Hein. Non, ils le disent pas. Ils le disent pas. Oui, mais d'une manière tacite, c'est ce qu'ils demandent. Ouais. C'est ce qu'ils demandent dans leur Tout comportement. à fait. Mais d'ailleurs, si tu respectes pas ça, ça se passe pas bien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et Oui. des fois, même quand c'est respecté, ça se passe pas bien. Et ça se passe pas bien pour une raison simple, c'est que ça a été touché C'est ça. malencontreusement. C'est toujours pour ça, hein. Parce que tant qu'on parle pas de tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais alors, Arnaud, Et tant qu'on présente quelque chose de superficiel, pas de il n'y a problème. pas de problème, oui. Mais comment tu fais justement pour intégrer la notion de l'autre chez l'évitant? C'est-à-dire que justement, un des défis auxquels tu es confronté en thérapie avec eux, c'est justement de prendre conscience de l'existence de l'autre en tant qu'autre. Oui, donc on le fait surtout au travers des comportements qu'on analyse avec eux. OK, Voilà, donc on a un comportement, c'est un séquençage. oui, Ça peut être aussi potentiellement un processus, hein, ça dépend comment est-ce que ça s'inscrit, hein. Ça dépend aussi des récurrences de ce comportement. mhm, Mais donc ça peut être un processus, mais un processus, il y a toujours, bon, évidemment, il y a une dimension souvent inconsciente. Il y a très rarement les gens qui sont conscients de comment est-ce qu'ils agissent, mais on voit qu'il y a des répétitions. Et en fait, on voit que ces comportements-là, chez l'évitant, il n'y a jamais l'analyse d'un coup. D'abord, il faut prendre conscience de ça, mais même quand on a pris conscience de ça, on ne se rend pas toujours compte de l'impact que ça a sur l'autre. c'est ça. C'est comme quelqu'un qui n'aurait pas incorporé les codes sociaux, c'est-à-dire celui qui, dans une société, n'incorpore pas les codes sociaux de la propre société dans laquelle il vit. Je ne sais pas, moi, par exemple, tout ce qui est normes comportementales, hein, comment est-ce qu'on se comporte dans une mairie, avec son voisin, dans un magasin, dans un espace public. Oui, Évidemment, il apparaît comme étant non adapté. c'est ça. Ben, là, on a quelque chose de semblable avec l'évitant, c'est que il y a toute une série de comportements dont il n'est pas du tout conscient, qui vont susciter chez l'autre, chez le partenaire en général, c'est le partenaire, pas les amis. En général, les amis, ça se passe très bien. Mais chez les partenaires qui vont être pour lui incompréhensibles. OK. Par exemple, Sois plus explicite. il comprend pas pourquoi quand il se comporte comme ça ou quand il dit ceci, l'autre se sent frustré, se met en colère, se sent, comment dire, malmené. Il comprend pas ça. Mhm. Et donc, quand on voit en consultation des types de comportements, on peut aider justement l'évitant à prendre conscience de toute la dimension que comporte un type de comportement particulier, qui pour lui, sincèrement, ne représente pas plus que le comportement en tant que tel. C'est ça.
Hein. J'ai C'est un compris. peu, si j'ouvrais une porte comme ça sans toquer pour entrer chez un directeur ou chez n'importe qui d'ailleurs, on me regarderait tous, tout le monde me regarderait comme étant un infoli. Bah, chez l'habitant, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va pouvoir rentrer comme ça, il trouve ça normal. Sauf qu'il n'est pas conscient, en fait, qu'il fait cet acte potentiellement d'impolitesse. Oui, Il n'y oui. a pas du tout cette conscience-là. Donc, ne serait-ce que prendre conscience de la portée de quelque chose qu'on met en place dans nos comportements, dans nos manières d'interagir, déjà, rien que ça, c'est souvent une révélation pour les évitants. C'est ça. C'est comme si leur franc tombe quand Ah tu oui, en parles, en fait. enfin, je comprends. Parce que pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de manipulation derrière ça. C'est vraiment, ils sont. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des habitants qui manipulent quand même, parce qu'ils savent que. Mais ça, tout le monde manipule un peu. Oui, oui. Hein. Mais c'est une manipulation, on parle de manipulation gentille. Hein. On parle pas de manipulation de pervers ou de psychopathe. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. On parle de petites manipulations, quoi. Mais alors, Arnaud, si tu décris ce cadre relationnel comme étant une recherche de dopamine, une relation peu engagée, une relation finalement où on accepte l'évitant tel qu'il est, mais on sait que cette acceptation entraîne de facto une forme d'asymétrie. Tout à fait. La question naturelle qui suit serait quel genre de partenaire finalement se retrouverait là? C'est-à-dire que, évidemment, on sait que l'anxieux, une fois qu'il est activé, quelque part accepterait plus ou moins tout et n'importe quoi, puisqu'en fait, lui, une fois que son système d'attachement est activé, il n'y a plus aucune forme de confrontation de ses comportements avec le côté sain d'une relation. Il est prêt à, comme tu l'avais très bien dit, il est prêt à accepter plus ou moins tout et n'importe quoi. Donc, quel genre de partenaire se retrouverait finalement en relation avec un évitant? Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, si toi tu essayes d'imposer un cadre léger à l'évitant, ça ne marche pas nécessairement. C'est-à-dire que l'évitant cherche cette chaleur relationnelle tout de même. Oui, Et donc, s'il cherche cette chaleur relationnelle, c'est quand même une question qui nous a beaucoup taraudé l'esprit, parce qu'on a quand même une divergence avec certaines personnes sur la question. Les évitants ne sont pas nécessairement les meilleurs partenaires des évitants. ah non, tout à fait. Oui, mais ça, par contre, certaines personnes tendent à le croire. C'est-à-dire qu'en fait, Tout à fait. c'est-à-dire qu'il y a une divergence ici. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre Amir Levin et Rachel Heller, clairement, ils disent non, l'évitant n'est pas du tout le bon partenaire pour l'évitant. Mais, comment dirais-je, quel serait alors finalement le bon partenaire pour l'évitant? Bah, déjà, comment dire, l'évitant cherche quand même une personne qui s'attache, hein, parce que je veux dire, c'est le paradoxe, quoi. C'est ça. En tout cas, qui lui montre qu'il est important, qui lui montre. Donc là, on revient à la genèse de l'histoire voilà, de l'évitant bébé. Bon, je ne vais pas chaque fois y revenir. Maintenant, je crois que les gens ont compris. Oui, oui, oui. Par contre, tu me parles de la relation idéale pour un évitant. Ça serait un peintre amoureux de sa peinture. Distant, oui. Un peu distant. Il est amoureux de sa peinture. Oui, oui, oui. Et il a quelqu'un comme ça qui vient le visiter de temps en temps, qui nous donne un peu du répit entre deux toiles qu'il va faire, qu'il va produire. Alors là, pour le coup, l'évitant serait beaucoup plus enclin à se sentir à l'aise parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, Oui, mais il sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réellement besoin de lui, c'est ça. il est absorbé par sa peinture. C'est ça. L'évitant, lorsqu'on lui met Quelqu'un de très occupé, en fait. quelqu'un de très occupé, Ouais, c'est ça. mais quand même occupé, mais qu'il considère comme faisant partie de sa vie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça C'est serait- très intéressant. Donc, c'est un partenaire, finalement, qui ne serait pas du tout Demandeur de rien du tout. demandeur de rien du tout. Ah ouais, ça C'est pour ça. le coup, il faut quand même que ça soit clair. Il faut qu'il soit demandeur de rien du tout et qu'il soit absorbé par sa propre passion, C'est ça. autour duquel, je veux dire, l'évitant pourrait graviter, quoi. Il revient quand il le sent, hop, il repart, il revient, l'autre, de toute façon, il a sa peinture, il est tranquille, quoi. Je veux dire que, voilà. Mais je pense qu'on fera une entrevue peut-être ultérieurement sur justement les partenaires d'évitants. Parce que là, j'ai quand même, enfin en tout cas, selon toutes les études qu'on a faites, il y a quand même une différence assez significative entre les hommes et les femmes évitants, même si c'est plus très à la mode d'essayer de distinguer les hommes et les femmes. Mais en tout cas, comment dirais-je, les partenaires d'hommes évitants ne relatent pas toujours la même chose que les partenaires de femmes évitantes. Déjà, ça, c'est très important. Même si la structure de base est la même, hein, mais ça se traduit pas de la même manière. Alors peut-être pour des raisons qu'on devra développer.
tu vois. Mais Disons que, je veux dire, le point commun entre les deux, c'est qu'il y a toujours la recherche de dopamine. Et puis, ah oui, ça c'est clair, ça c'est évident. cette dopamine, potentiellement, elle prend une autre forme. Voilà, c'est ça, exactement. Mais quand c'est pour une femme. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et de manière très caricaturale. C'est ça. Non, mais c'est très important. C'est bien de l'avoir, c'est bien de terminer notre entrevue sur cette note. Et je te remercie énormément pour cette seconde partie qui est très intéressante et qui va très certainement intéresser beaucoup de gens. J'espère, en tout cas. Moi, je te remercie, Mani, pour ton invitation une fois de plus. Avec grand plaisir. Tu fais partie de notre équipe. Donc, voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, Arnaud. Oui, au revoir. Au revoir.